Salut à tous et bienvenue pour ce premier doigt dans le culte en vidéo. On teste le nouveau format, donc on va y aller mollo pour commencer. Ça va être un petit doigt dans un petit culte, puisqu'aujourd'hui on va parler de L'Expérience interdite de Joel Schumacher. Alors L'Expérience interdite, c'est quoi? C'est tout simplement un film fantastique d'horreur sorti en 1990 aux États-Unis, en 1991 chez nous, avec Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin et Oliver Platt, qui parle de 5 étudiants en médecine qui veulent savoir ce qu'il y a après la mort et donc qui vont s'amuser à se mettre en état de mort clinique pour voyager dans l'au-delà, revenir et en livrer un témoignage. Sauf qu'après la magie des débuts, forcément, il y a des trucs pas cool qui leur arrivent, notamment des visions très agressives pour certaines. Et ils vont essayer de devoir leur échapper, comprendre ce qui se passe, se sauver. Enfin, vous avez qu'à voir le film pour savoir comment ça finit. L'Expérience interdite, ou Flatliners en anglais, a donc été tourné par Joel Schumacher. Un nom qui vous dit sans doute quelque chose parce qu'on lui doit notamment la purge infâme Batman et Robin, qui a eu le plus grand mérite de tuer la licence Batman pendant des années jusqu'à ce que Nolan la ressuscite avec Batman Begins en 2005. Mais il n'avait pas fait que ça avant le pépère, puisqu'il avait déjà fait Batman Forever, avec Jim Carrey en cycliste vert, et Tommy Lee Jones sous cocaïne, c'était sympa, c'était rigolo, ça faisait bizarre après Tim Burton. Mais surtout, en 87, il avait fait Génération perdue, qui était un film de vampire nouvelle génération, une génération MTV, déjà avec Kiefer Sutherland, qui était le film qui a permis à l'acteur de vraiment s'asseoir dans son fauteuil de star montante du cinéma hollywoodien. Et donc forcément, on l'attendait au tournant dans le domaine du fantastique, même s'il avait réalisé un autre film entre-temps qui s'appelait Cousin, il me semble, qui n'avait pas eu énormément de retentissement, même s'il avait eu son petit succès. Mais alors là, avec L'Expérience interdite, il s'attaque à un gros sujet puisqu'il nous parle des NDE, donc des Near Death Experience ou expériences de mort imminente. Alors l'expérience de mort imminente, peut-être que vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui l'ignorent, je vais juste rappeler ce dont il s'agit. C'est la théorie selon laquelle quand on meurt cliniquement, en fait, notre esprit et notre âme s'élèvent, voyagent dans une dimension un peu éthérée, fantasmatique, avec beaucoup de musique, plein de couleurs, des gens aussi, des morts qui viennent nous voir, nous serrer la main, et surtout ce tunnel blanc avec la lumière au fond qui nous attire, et quand on va dans la lumière, on est totalement mort. Alors c'est un phénomène qui a été recensé de la façon la plus sérieuse qui soit en 1975 par le docteur Raymond Moody dans son livre La vie après la vie. Raymond Moody qui était un psychologue, psychiatre et médecin clinicien, qui a recensé et étudié ces cas-là pendant plus de 20 ans, donc le mec savait déjà de quoi il parlait, et les témoignages sont multipliés. Effectivement, il y avait pas mal de récurrences dans les différents récits, et il a essayé d'en tracer une carte. Et effectivement, il a eu la preuve théorique, mais la preuve quand même qu'il se passe quelque chose quand on meurt. Donc ça, c'est le point de départ du film. Malheureusement, le film va très vite dévier sur autre chose, puisqu'on va très rapidement, à partir du moment où la plupart des personnages font leur expérience de mort imminente, aller dans un terrain christique, de rédemption, enfin vraiment le truc classique hollywoodien. Et c'est vraiment dommage parce que toute la première partie du film marche très très bien et très intrigante, d'autant plus les comédiens sont vraiment formidables et on croit vraiment à leurs personnages, ils sont tous très bien caractérisés, ils sont tous plus ou moins tarés à leur niveau, ils ont une sale histoire personnelle, chacun qui va effectivement faire écho avec leur expérience interdite. Pourquoi interdite? Parce qu'on est dans le domaine du sacré, qu'il ne faut pas se prendre pour Dieu, la médecine, tout ça, machin. Enfin, vous avez compris le délire. Et c'est vraiment dommage sur la fin qu'on ait cet axe rédemptoire parce que toute la dernière partie, ça va être nos personnages qui vont essayer de comprendre quels sont leurs péchés, comment ils peuvent se faire pardonner et comment ils peuvent sauver leur âme. Et il faut dire aussi que certaines visions les encouragent quand même pas mal à le faire, notamment celle qui assaille Kiefer Sutherland, qui est un petit gamin qui l'a tué sans faire exprès quand il était enfant, qui vient carrément lui foutre des coups de batte dans la gueule, mais vraiment en mode très énervé, il a le visage en morceaux à la fin, enfin, c'est assez impressionnant pour un film de l'époque qui s'adresse quand même à un public jeune, même s'il était classé R. Et donc le film se perd un peu dans son scénario. Par contre, d'un point de vue visuel, il est extrêmement réussi, voire c'est une réussite totale parce qu'il condense
toute l'esthétique clipesque des années 80, toute la génération MTV. Et alors là, on a vraiment les néons, les grandes pièces un peu baroques. Les expériences se passent dans une église en rénovation, donc c'est ultra gothique, c'est magnifique, surtout que le jeu de lumière et d'ombre est très impressionnant. On a aussi pas mal de couleurs très vives, notamment les bleus et les rouges dans les instants un peu fantastiques, qui rappellent pas mal aussi ce que faisait Dario Argento dans Suspiria à l'époque, en 77, avec cette esthétique très tranchée, très radicale. Et on a aussi les scènes qui se passent dans le monde normal, que ce soit en matinée, en journée ou en soirée. On a l'impression que c'est toujours en crépuscule, que c'est toujours au moment où le soleil est en train de se coucher, où la nuit est en train de se lever, à cet instant un peu où on ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui est imaginaire. On se sent vraiment dans une ambiance un peu ouatée, un peu fantastique déjà. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, le directeur de la photographie, c'est Yann Demont. Qui était un grand directeur de la photographie des années 80-90, avant qu'il lui vienne à l'esprit une sale idée qui est celle de passer à la réalisation, même s'il nous a fait un film très sympa, complètement débile, mais extrêmement sympa, qui est Twister. Mais en directeur de la photo, il est super balèze et le film vaut vraiment le coup d'être vu pour son travail sur l'image, son travail sur la lumière, surtout qu'on a une excellente partition de James Newton Howard qui fait écho et qui se marie bien avec le travail photographique de Yann Demont et la mise en scène qui est peut-être un peu trop maniérée, un peu trop clipesque de Joel Schumacher, qui essaie vraiment de capter l'état d'esprit de l'époque et qui tranche vraiment dans sa filmographie, parce que là on est vraiment dans un parti pris MTV assez radical et ce qu'on perd en style personnel, on le retrouve en esthétique générationnelle qui en fait un objet très intéressant aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, où on est en pleine nostalgie des années 80 avec Stranger Things et ça, où là on voit vraiment l'autre versant, c'est le versant branché, ado, jeune adulte, MTV, électrique, énervé, qu'on n'a pas dans Stranger Things ou dans ça. Alors est-ce que le film a marché à l'époque ? Clairement, ça a même été un énorme carton en 90 aux États-Unis, puisqu'il a récolté pas moins de 61 millions de dollars de bénéfices. Pour un budget de 26 millions, c'est pas mal. Est-ce qu'il est resté dans les mémoires ? On ne peut pas vraiment dire ça. En tout cas, ce n'est pas un gros classique comme on peut en avoir de cette époque-là, mais il a connu une excellente carrière en vidéo et en diffusion télé. Et reste aussi extrêmement sympathique quand on le revoit aujourd'hui. Si on occulte ses gros problèmes de scénario et sa dernière partie complètement foirée, le film est très sympa et vraiment très divertissant, extrêmement bien joué encore une fois, et c'est vraiment le reflet d'une époque et voire même la fin d'une époque, parce que ce qui est très intéressant de voir avec l'expérience interdite, c'est que c'est la conclusion de toute une mode qu'il y avait depuis le début des années 80, qui était le film de bande en fait. On avait toute une jeune génération de comédiens américains, donc on a Julia Roberts, on a Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, qui ont vraiment marché après, les autres sont un peu plus tombés dans l'oubli. Mais on avait aussi à côté toute la bande du Breakfast Club en fait, qui a lancé cette mode-là, que Joel Schumacher avait retrouvé quelques années avant de faire l'expérience interdite dans Synth Elmo's Fire. Donc on était vraiment dans cette mouvance-là, avec les Young Guns aussi, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland aussi, Blue Diamond Phillips. On avait cette génération qui est en train de s'installer tranquillement, qui n'a pas vraiment percé comme il le souhaitait par la suite, même s'ils ont tous plus ou moins connu une très bonne carrière dans les années 90. Ça a été vraiment compliqué pour eux dans les années 2000 et ils sont en train de revenir maintenant, donc c'est plutôt cool. Et vraiment, pour revoir cette bande-là, revoyez l'expérience interdite. Par contre, et c'est pour ça qu'on vous parle de l'expérience interdite, ces jours-ci, il y a le remake qui sort avec Ellen Page qui s'appelle Flatliners, l'expérience interdite, qu'on vous déconseille vivement d'aller voir. Vraiment, c'est une catastrophe. Ça n'a aucun sens, c'est complètement opportuniste. Il y a Kiefer Sutherland dedans, mais il fait qu'un caméo, ça n'a rien à voir avec l'original. Épargnez-vous 1h50 de votre vie que vous ne pourrez de toute façon pas récupérer. Par contre, si tout ce qui est NDE, expérience de mort imminente vous intéresse, lisez La vie après la vie de Raymond Moody, hein, c'est disponible en France. Alors effectivement, ça a 40 ans, donc ça peut être un peu daté pour vous, mais ça reste très intéressant. Écoutez aussi et lisez les livres de Elisabeth Kubler-Ross, qui est celle qui avait préfacé le livre de Moody, et à qui on doit aussi la théorie des 5 processus du deuil.
qu'elle avait théorisé en 1969 avant de se consacrer aux expériences de mort imminente. Très intéressant aussi, mais surtout, lisez le livre de Patrice Van Hersel, La source noire, qui vous retrace l'histoire de la découverte des NDE, avec une réflexion autour de ce thème-là, énormément d'exemples, c'est très troublant, c'est très intéressant. Par contre, si vous voulez vraiment aller dans la fiction et vous éclater, lisez Les Thanatonautes de Bernard Werber, qui prend pour base les travaux de Raymond Moody. C'est vraiment très sympa, vous allez apprendre des trucs, en plus c'est très drôle, c'est passionnant. N'hésitez pas une seconde. Quant à ce premier doigt dans le culte en vidéo, on va dire que c'est terminé. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur cette vidéo-là dans les commentaires. Si ça vous plaît comme format, s'il y a des trucs qui vous vont pas, s'il faut apporter d'autres choses. On est là à votre écoute, on est là pour le faire évoluer tous ensemble. Pour les deux dans le culte en particulier, si vous avez des films, des séries, des livres, des bandes dessinées, ce que vous voulez qui vous passionne et vous pensez que c'est culte et qu'on doit en parler, n'hésitez pas à nous le dire. Les plus populaires seront traités avec grand plaisir. Par contre, à côté, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la descendre, à dire que vous avez adoré, à la partager, à en parler à vos amis, à votre mère, à votre chien, enfin à tout le monde. Et nous, on se retrouve pour un prochain numéro du Doigt dans le culte, par écrit ou par vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous fais plein de bisous. À très vite. Salut!